Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais essayer de vous apprendre à mieux jouer. Alors pour ça je vais essayer d'aborder trois concepts qui sont pour moi très importants pour bien jouer au jeu. Alors je prends l'exemple ici de Star Wars Légion, mais pour moi c'est des concepts qui s'appliquent vraiment à tous les jeux et qui, si vous arrivez à les maîtriser, ça va vous permettre d'énormément progresser sur non seulement Star Wars Légion, mais un peu tous les jeux de figurines auxquels vous pouvez jouer. Alors le premier concept, ça va être la priorité. Alors la priorité, qu'est-ce que c'est? La priorité, c'est quelque chose, déjà, vous y avez forcément réfléchi dans vos parties à chaque activation, mais c'est juste que vous l'avez jamais réfléchi dans ces termes-là. Mais donc la priorité, c'est sur qui est-ce que vous voulez tirer en priorité quand vous jouez vos choses. Alors que par exemple, mon Neobug, quand je vais jouer, sur quoi est-ce que j'ai envie de tirer? Ça, pour moi, c'est la priorité. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de tirer sur cette unité-là, sur celle-là ou celle-là? Et c'est la priorité qui va vous permettre de savoir ça. Alors, la priorité, comment ça marche? Là, par exemple, si je prends une liste de clones, déjà au début de la partie, je peux commencer à essayer d'un peu trier les unités adverses par ordre de priorité. C'est-à-dire que là, j'ai des trucs divers et variés. Et donc, par exemple, je vais dire que ça, c'est extrêmement prioritaire pour moi parce que c'est la figurine principale de l'adversaire. Donc ça va être, on va dire qu'elle va avoir une priorité de 5 par exemple. R2D2 en général on aime bien le tuer assez vite, donc on va le mettre assez haut en priorité aussi. Le clone commander c'est quand même moins important à tuer. Ensuite il y a des unités armes lourdes, des unités médiques, donc ça va plutôt être quelque chose comme ça. Cette unité là avec armes lourdes, elle est plutôt forte, donc elle va plutôt être devant, peut-être au même niveau que R2. Ces unités armes lourdes vont peut-être être là, et on va faire quelque chose comme ça, ou peut-être même comme ça. Hop, hop. Donc là on arrive à une sorte d'ordre de priorité, c'est-à-dire que si moi mon Dewback il était là, et qu'il pouvait tirer sur n'importe qui à découvert, en priorité je choisirais lui s'il existait, ensuite ça, ou ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Ça normalement c'est une réflexion que vous faites forcément pendant vos parties, c'est juste que moi non plus je le fais pas avec des numéros ou des trucs comme ça, là c'est juste pour que ça soit plus clair en explication. Mais c'est forcément une question que vous vous posez tout au long de votre partie, c'est-à-dire savoir sur quoi je tire, enfin qu'est-ce qui est le plus intéressant à tirer. Sachant que la priorité forcément c'est affecté par où va être la figurine, c'est-à-dire que par exemple lui, même s'il a une priorité de 5, s'il est genre planqué derrière le truc là et que je peux pas le voir, bah, au final il y a une priorité d'à peu près 0 parce que je peux rien lui faire. Et c'est pareil, par exemple cette unité là qui va être dans la pampa, elle va avoir plus de priorité, enfin ça va... Le fait que celle-là soit à couvert, ça va diminuer sa priorité, alors que celle-là elle a découvert, donc ça va l'augmenter. Pareil, par exemple, une unité qui serait plus proche de moi, genre une unité qui serait entre cette unité-là et cette unité-là, vu que celle-là elle est plus proche, elle est plus menaçante que celle-là, elle va forcément avoir une plus grosse priorité que celle-là. Et du coup, la priorité, ça va être là, un peu comment, à l'instant T, vous allez savoir sur qui vous voulez tirer. Donc selon les placements adverses, il y a des trucs qui seront de base pas très prioritaires, mais par contre, genre si vous avez, je sais pas, une unité qui est là, qui est la seule à pouvoir jouer l'objectif, même si de base elle était pas très prioritaire, du coup vu que c'est la seule qui est proche d'un objectif, vous allez peut-être avoir envie de la tuer rapidement pour que l'adversaire perde l'objectif. Et donc forcément il y a 150 paramètres, forcément c'est très subjectif parce que parfois, genre je sais pas, notre adversaire il aime pas une unité donc il va tirer beaucoup dessus, ou à l'inverse il a été traumatisé dans cette dernière partie en n'arrivant pas à tuer un perso donc il va pas du tout tirer dessus contre vous. Donc c'est pas que des critères objectifs forcément, il y a une part de subjectivité et une part comment dire, d'impression personnelle, c'est-à-dire que par exemple si vous êtes plutôt un joueur qui aime jouer sur les scénarios, les unités adverses qui peuvent jouer les scénarios, vous allez peut-être les prioriser encore plus que quelqu'un qui est plutôt sur la bâche et qui va essayer de tuer les unités fortes en attrition en face en priorité. Donc c'est des critères
subjectif et objectif, c'est-à-dire qu'objectivement, par exemple au UN, ça sera toujours plus prioritaire que les trucs à côté, et une partie de subjectif. Donc ça, normalement, c'est un truc que vous posez tout au long de la partie. À chaque activation, vous allez demander sur quoi j'ai envie de tirer. Et donc c'est un concept relativement basique dans le jeu, mais qui est très important à connaître. Pour moi, la deuxième étape de ce concept, que beaucoup de gens sous-estiment un peu, c'est de se demander la priorité de vos trucs à vous. C'est-à-dire que c'est bien de classer celle de l'adversaire, mais vous pouvez aussi vous classer les vôtres. Là, par exemple, dans cette liste, ça serait genre Vador en premier, Dean en deuxième, les Dewback ensuite, et hop, les trois unités ensemble. Ça donnerait une priorité à peu près comme ça. Et ça, c'est important à savoir parce que c'est ce que l'adversaire va vouloir vous tuer. Alors évidemment, plus les critères comme subjectifs, comme je disais tout à l'heure, mais ça veut dire que vous savez que votre adversaire, s'il a l'occasion, il va plutôt tirer sur Vador que sur Dean, que en général, il va plutôt tirer sur Dean que sur les Dewback, selon la position, et que ça sera ses dernières cibles. Et ça, c'est quelque chose qui est important à connaître aussi pour vous, parce que ça veut dire que quand vous allez placer vos figurines, vous allez pouvoir vous poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de proposer à l'adversaire comme priorité. C'est-à-dire que vous, vu que vous savez que ça c'est relativement prioritaire pour l'adversaire, vous allez moins l'exposer. Pareil, les Dewback, vous pouvez, genre, un Dewback qui va être ici à couvert un peu, il va être plus prioritaire qu'un Dewback qui va être dans la pampa à côté. Parce que de base ils ont la même priorité vu que c'est les mêmes filles, mais lui il est plus facile à tuer que lui. Donc lui il va avoir une priorité un peu plus importante. Maintenant la question c'est comment les différents trucs se comparent les priorités. C'est-à-dire que ça, le Dean, est-ce que un Dean qui est à couvert ici, il est plus important pour l'adversaire qu'un Dewback qui est ici? Ça, c'est des questions importantes à se poser. A priori, ça va être à peu près la même importance du choix un peu de l'adversaire, selon est-ce qu'il a envie de tuer Dean, est-ce qu'il a envie de tuer le Dewback, quel scénario c'est, qu'est-ce qui se passe à côté dans la partie, bref. Il y a 150 critères à prendre en compte, mais on va dire que de base, ça et ça a probablement à peu près la même priorité pour l'adversaire. Par contre ça, Dean il reste d'être plus important que le Dewback. Et donc une fois que vous avez fait vos priorités pour vous, ce qui est bien c'est que vous pouvez faire une sorte d'échelon de priorité, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux façons de jouer. Il y a la façon de jouer en planquant un peu tout. Donc, par exemple ça va être de mettre mes trucs comme ça, hop, hop, on va dire un placement à peu près comme ça. Donc là si on me tire d'en face, globalement, le Vador il a une priorité à peu près nulle parce qu'il y a personne qui va pouvoir lui tirer dessus. Lui il est relativement excentré et à couvert relativement bien caché derrière le truc. Donc il est assez peu prioritaire. Ces trucs là ils sont planqués aussi. Donc là le principe de ce genre de placement c'est de se dire je minimise la priorité de tout le monde. C'est-à-dire que les trucs qui sont très prioritaires je les cache beaucoup. Les trucs qui sont un peu moins prioritaires, je les expose un peu plus, mais je les cache quand même, et les autres, je les planque quand même. Ensuite, par exemple, avec ça, du coup, vous allez aussi avoir envie de le foutre à couvert lourd derrière un truc là, par exemple, sans trop l'exposer, ou ce genre de placement. Donc ça, c'est un placement, c'est le genre de placement qui est assez classique dans le jeu, parce que le but, ça va être de réduire votre priorité globale. C'est-à-dire que vous voulez que chaque figurine ait le moins de priorité possible pour que votre adversaire il n'ait pas de bonne cible à tirer. Alors sur les priorités, il y a le choix inverse de ça. C'est-à-dire que là ce qu'on voit, le but c'est d'équilibrer les priorités par le bas. C'est-à-dire que celle-là, qui a une priorité assez basse de base, elle peut être exposée parce que du coup ça augmente un peu sa priorité. Celle-là qui a une priorité très haute, elle se planque. Celle-là qui a une priorité à peu près moyenne, elle se planque aussi bien. Et du coup au final le but ça va être à peu près équilibrer vos priorités
pour pas donner de bonnes cibles à l'adversaire et que tout le monde soit le mieux planqué possible. Bon, ça c'est le jeu à peu près classique, on va dire. Mais le concept important ici, c'est vraiment de se dire on veut que toutes nos priorités soient le plus bas possible et égales. Parce que forcément, si toutes vos priorités sont très basses mais que vous avez genre un dewback ici, bah c'est le seul qui est pas couvert donc il va se faire défoncer la gueule. Donc ça c'est pas un placement qui est intéressant parce que votre adversaire il a aucun problème à savoir il a une cible qui est très importante, qui est très prioritaire à tuer, alors que les autres, même si elles sont plus importantes à tuer, elles sont moins prioritaires parce qu'elles sont mieux cachées. Ça c'est c'est l'un des premiers placements possibles. Ensuite le deuxième placement possible ça va être de plutôt dire l'inverse, et au lieu d'essayer d'équilibrer les priorités par le bas, on va essayer d'équilibrer les priorités par le haut. C'est-à-dire qu'on se dit que, par exemple, le premier dewback qui va bouger, il va venir là. C'est-à-dire qu'il va être à peu près à couvert. Mais il va être plus prioritaire que ceux qui sont encore dans les zones de déploiement en mode planqué, en dehors de portée. Du coup, votre adversaire, il va faire quoi? Il va tirer sur ce dewback. Ce dewback va prendre quelques PV. Hop. On va commencer à prendre des PV. Une fois qu'il a pris des PV, si le deuxième vous le mettez là par exemple, celui-là il sera moins prioritaire parce que celui-là il a déjà pris des PV. Donc l'adversaire il a tout intérêt à continuer de tirer sur celui-là vu qu'ils sont tous les deux à couvert à peu près au même endroit. Donc ça ce serait un mauvais mouvement de venir là parce que vous équilibrez pas les priorités. C'est-à-dire que le principe ici, maintenant que lui a pris des PV et que l'adversaire a envie de le focus pour le terminer, ça va être de mettre quelque chose d'un peu près aussi prioritaire que ça. Et pour faire ça, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez mettre un dewback un peu plus en avant, peut-être à couvert, genre, je sais pas, derrière un petit truc comme ça, mais un peu plus en avant, donc plus menaçant. Du coup, là par défaut, votre adversaire il aurait plutôt envie de tirer là-dessus, mais vu que celui-là a pris des PV, bah, ça va à peu près équilibrer les priorités, c'est-à-dire qu'il va pas savoir entre les deux, enfin il a pas de bonne cible entre les deux, parce qu'ils vont tous avoir une priorité à peu près égale. Votre adversaire maintenant il va tirer sur celui-là, et peut-être que du coup maintenant celui-là il va prendre des PV, et du coup maintenant vous pouvez en mettre un autre complètement ici devant, parce que votre adversaire a déjà mis des PV sur les autres. Lui, il est plus prioritaire parce qu'il est pas à couvert et qu'il est exposé, mais par contre il est plus proche, donc il est plus menaçant. Mais votre adversaire il va peut-être continuer de tirer sur les autres parce qu'ils ont pris des PV. Alors celui-là, si vous l'avez laissé ici par exemple, votre adversaire il aurait forcément continué de tirer sur les autres. Et du coup, lui il perd du mouvement en quelque sorte parce que ce que vous le mettiez là ou là en fait ça revient au même. Sauf que vous avez raté du mouvement sur le tour. Et votre adversaire il va peut-être pas plus lui tirer dessus s'il est là ou là. Parce que, comme on a dit au début, ça c'est un peu plus prioritaire ici. Et tout ça, ça continue, c'est-à-dire que ceux-là qui sont pas du tout prioritaires, vous allez peut-être pouvoir juste les foutre dans la pampa ici. Voilà. Les foutre dans la pampa ici, un peu à couvert, mais histoire de les rapprocher par exemple d'un objet qui serait là en face, s'il y a un petit objet ici. Hop, vous pouvez le rapprocher beaucoup plus de l'objet en face parce que il y a ça à côté qui est plus prioritaire que ça. Et du coup, ceux-là, vous avez le droit de les avancer un peu plus que vous auriez dû si ceux-là n'étaient pas sortis. Pareil, Dean par exemple, une fois que les dewbacks sont là, Dean, on a dit qu'il était un peu plus prioritaire que les dewbacks. Du coup, il peut potentiellement venir là parce que l'adversaire, il va devoir... vous allez égaliser les priorités entre les dewbacks blessés et Dean qui a couvert là, et le dewback non blessé mais a découvert ici. Et du coup c'est toujours le même principe, c'est toujours essayer d'équilibrer les priorités. Ensuite il y aura Vador qui va en général essayer de jouer à la fin du tour et de sortir. Vador il est extrêmement prioritaire, donc dès qu'il va sortir il va prendre les tirs, mais du coup ça veut dire que vous savez que si vous le sortez, genre si lui est un PV par exemple, l'adversaire il va peut-être arrêter de tirer là-dessus pour tirer sur votre Vador. Mais le but ça va être encore une fois d'essayer d'équilibrer les priorités entre vos trucs blessés, le Vador qui peut sortir ou non selon s'il y a des gens blessés, ce qui va se passer au prochain tour, enfin c'est forcément très très compliqué à calculer et à bien estimer, mais ici le principe ça va être au lieu d'essayer de tout planquer pour diminuer les priorités et que l'adversaire il n'ait pas de bonne cible à tirer, ça va être de faire l'inverse et d'équilibrer les priorités vers le haut
pour que votre adversaire il ait beaucoup de cibles à tirer, mais qu'il n'en ait aucune de plus intéressante que les autres. Donc tout ça c'était la priorité. Alors normalement c'est un truc que vous faites déjà dans vos parties, c'est juste que vous n'avez pas mis de nom derrière. Là moi j'en ai mis un pour que ça soit plus compréhensible, j'ai mis des chiffres aussi pour que ça soit plus compréhensible, mais en vrai en partie on ne raisonne pas en termes de chiffres, c'est du feeling de savoir est-ce que mon unité si elle est là, elle sera plus prioritaire à tirer que ça qui est là. Est-ce que du coup si elle est là ça sera à peu près équivalent, enfin ça c'est vraiment du feeling que vous avez après à force de jouer et à force d'apprendre. Mais normalement c'est des concepts que vous vous posez tout le temps en partie. Et c'est juste que vous avez pas mis de nom derrière. Mais c'est des trucs que vous connaissez déjà en tout cas. Donc maintenant on va parler de choix. Alors le choix qu'est-ce que c'est ? Le choix, comme son nom l'indique, c'est la possibilité qu'a l'adversaire, enfin qu'est-ce que peut faire l'adversaire à son tour. Alors là encore, il y a deux façons de voir les choses qui sont assez identiques au principe de priorité que j'ai évoqué avant. Ça va être, est-ce que vous donnez des choix à l'adversaire ou non ? C'est-à-dire que par exemple, si mes Dewback, si Vador, on va prendre un Dewback, si mon Dewback il se planque là par exemple, l'adversaire qui est là, il n'a pas de choix à faire parce que il voit pas mon Dewback, donc lui ce qu'il va faire c'est qu'il va faire ce qu'il avait envie, c'est-à-dire genre avancer sur l'objet qui est là et faire son action d'objet ou se mettre un dodge, ou enfin bref, il va faire sa vie quoi, parce que vous lui avez donné aucun choix, c'est-à-dire que lui il avait son plan de jeu, donc il va faire son plan de jeu et puis il est content. Et vous l'avantage c'est que votre Dewback il peut pas mourir parce qu'on peut pas lui tirer dessus. Maintenant si votre Dewback, imaginons qu'il soit là. Donc genre hop, on se met un peu en dehors de la portée 3 du truc, pour pas se faire tirer dessus directement. Là déjà l'adversaire il a un choix, c'est-à-dire que soit il va s'avancer et tirer, soit il va genre s'avancer et faire l'action d'objet. Le problème de choix, c'est que si votre adversaire il voulait déjà s'avancer et pas faire grand chose, bah là il va s'avancer et vous tirer dessus gratos, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un choix parce que c'est déjà ce qu'il voulait faire. Donc vu qu'il est hors de portée là, il peut pas vous tirer dessus au début, donc il va forcément bouger et vous tirer dessus, et en bougeant il se rapproche de Jojo. Donc lui, pour lui c'est un bon choix parce que il fait ce qu'il voulait faire et en plus il vous tire dessus. Donc ça c'est pas un très bon placement, parce que ça donne à l'adversaire un choix facile, un choix évident on va dire. Par contre imaginons que maintenant votre Dewback il est là. Donc là, hop, il est à portée clairement de eux qui peuvent viser et lui tirer dessus. Donc là, l'adversaire, maintenant, il a un vrai choix. C'est-à-dire qu'il soit il vise et il vous tire dessus, mais du coup, il vient pas sur l'objet, soit il vient sur l'objet et il vous tire dessus, mais du coup, ça revient exactement au même que la situation d'avant quand vous étiez là, sauf que à la place, vous êtes là et vous pourrez le charger au prochain tour. Donc ici vous lui avez donné un vrai choix à faire, c'est-à-dire que soit il fait pas son action soit il se rapproche pas de l'objet, mais il vous fait un gros tir dessus, soit il décide de venir sur l'objet, et à la place vous êtes bien placé. Donc ça c'est un choix qui est plus intéressant que le premier, parce que chaque choix a ses conséquences, c'est-à-dire que si il vous tire dessus, il fait pas l'objet, et s'il se rapproche de l'objet, vous êtes bien placé pour le charger au prochain tour. Et ça c'est un choix c'est un bon choix pour vous, et un mauvais pour lui parce qu'il n'a pas de bon choix. Maintenant, imaginons qu'on rajoute des petits Dewback. Donc là on rajoute un deuxième Dewback. Maintenant il a le choix entre soit tirer sur le premier Dewback, soit le tirer sur le deuxième Dewback, soit faire son action dojo. Sachant que son action dojo il a moins envie de la faire parce que là il sera à portée de 2 Dewback carrément au prochain tour. Donc lui, là vous allez influencer son choix en lui disant ne viens pas faire ton objet, à la place soit tu me tires dessus et tu t'en vas, soit tu aimes et tu tires. Et dans tous les cas, vous influencez son choix pour lui dire dégage de cet objet, c'est le mien. Et ce qui vient de ça, c'est que selon le choix qu'a fait l'adversaire, vous allez pouvoir un peu vous adapter vous ensuite à la suite. C'est-à-dire que si il choisit,
donc plutôt l'attrition en visant et tirant, bah, ça veut dire que cet objet il est peut-être un peu plus difficile d'accès pour lui, et du coup vous pouvez essayer de focus cette unité pour qu'elle puisse plus du tout jouer l'objet, genre en la tuant, et ça se trouve l'adversaire, vu qu'à la base son plan de jeu c'était de venir prendre cet objet avec cette unité, ça se trouve ces autres unités elles sont un peu plus loin de l'objet, et du coup il va devoir rapprocher ces autres unités qui étaient un peu plus loin vers l'objet, mais ça lui fait perdre du temps sur ces autres unités. Et du coup, vous savez qu'il va perdre du temps sur ses prochaines unités, donc peut-être que avec ça, vous allez pouvoir soit agresser ces unités, enfin soit avancer plus parce que vous savez que ces unités elles vont être obligées de venir sur l'objet ici, soit au contraire rapprocher plus lui de l'objet pour encore plus le déranger. Enfin, vous allez selon le choix que lui fait à ce moment-là, vous allez pouvoir adapter la suite de votre plan de jeu. Et ça c'est intéressant parce qu'en gros, vous avez limité ses options en lui proposant un choix. C'est-à-dire que là, juste en avançant votre dewback ici, vous allez limiter ses options à soit venir prendre l'objet, soit ne pas jouer l'objet, mais du coup, ça nique son plan de jeu à lui, parce qu'il avait prévu que cette unité joue l'objet. Et tout ce concept de choix, c'est vraiment un truc qui est pour moi central dans le jeu. C'est-à-dire que plus vous allez pouvoir proposer de choix à l'adversaire, enfin de mauvais choix à l'adversaire, c'est-à-dire des choix qui sont pas bons pour lui, qui sont pas forcément mauvais pour lui, mais juste des vrais choix, c'est-à-dire des choix entre deux trucs équivalents, mais qui sont pas la même chose. Genre, typiquement faire l'objet ou aim et tir, il y en a un, c'est une action qui est plutôt orientée scénario, l'autre c'est une action qui est plutôt orientée attrition. En lui proposant le choix, vous lui cassez un peu son plan de jeu, c'est-à-dire que lui il va peut-être se dire ok je veux faire de l'attrition, alors qu'à la base son plan de jeu c'était de faire le scénario. Et juste en le proposant ce choix, vous avez détruit son plan de jeu. Et ça c'est quand même super intéressant dans un jeu où il y a pas mal de gens qui ont un plan de jeu de base, c'est-à-dire tel truc ça va faire tel truc ça va prendre tel autre jeu, on va se placer là, on tire un peu, on est content. En général ça marche comme ça les jeux, mais du coup vous en proposant à votre adversaire des choix un peu compliqués à prendre, vous avez directement détruit son plan de jeu en faisant rien en fait, juste en lui proposant un choix. Ce qui est intéressant aussi avec ce concept de choix, c'est que parfois votre adversaire il va juste prendre le mauvais choix, c'est-à-dire que il va y avoir des choix équivalents, mais aussi il va y en avoir qui seront mauvais pour lui. Genre, je sais pas moi, vous êtes au dernier tour, il faut qu'il prenne l'objet, mais il peut aussi tuer un truc. Et vu que vous lui avez proposé le choix vous avez exposé votre truc qui est presque mort, lui il a choisi d'aller le tuer plutôt que de venir sur l'objet. Ce qui est forcément une erreur parce que c'est le dernier tour. Mais vu que vous lui avez proposé le choix, lui il l'a pris parce que parfois on fait des erreurs. Et du coup, vous avez peut-être gagné la partie à cause de ça. Et bon là c'est facile parce qu'il y a une unité en face d'une autre, donc les choix sont limités, mais en vrai quand on arrive dans une vraie partie, qu'il y a des dewbacks là, des trucs là, des unités là, et que là ça a le choix entre plein de trucs, entre tirer là-dessus, prendre l'objet, se barrer, tirer là-dessus, et que cette unité là elle se retrouve avec vraiment énormément de choses potentielles à faire, que c'est le cas à chaque activation, donc vous faites ça x10 et vous faites ça x6 le nombre de tours, au final sur le nombre de choix que votre adversaire va faire dans la partie, il y en a forcément certains qui seront moins bons que d'autres, ou qui seront pas cohérents avec le reste de ses choix, par exemple parce que y a une unité qui va commencer à jouer le scénario, mais derrière il y a une autre unité, elle va, plutôt que de jouer le scénario, elle va se dire ah mais non en fait je préfère jouer l'attrition, et du coup ça crée un peu un décalage dans son plan de jeu parce que y a la moitié de ses unités qui suivent un plan de jeu, l'autre moitié qui suivent l'autre, et ça c'est possible parce que vous lui avez donné plein de choix différents, et que à un moment quand on fait des choix, soit on en prend des pas bons, soit on en prend des moyens, soit on en prend des bons, mais là le principe c'est justement d'éviter de donner à votre adversaire des bons choix. C'est-à-dire que quand il y a des trucs qui sont évidents pour lui et qui vous conviennent pas, c'est que c'était un bon choix, et donc vous auriez pas dû lui proposer. Et donc tout ce concept de choix, ça va être vraiment de dire à l'adversaire
ok, tu peux faire soit ça, mais il n'y a aucun des deux éléments qui sont bons. Et surtout, moi, j'ai bien compris que tu pouvais faire ça ou ça, que tu avais plutôt envie de faire ça, et du coup, je vais me placer d'une certaine façon. C'est un peu de l'anticipation, on va dire. Mais bah, c'est ce que je disais au début, quoi. C'est que si cette unité, vous savez déjà qu'elle a envie de venir là et de vous tirer dessus, bah, au final, que vous soyez là ou là, ça revient au même. Du coup, autant vous mettre là parce que vous savez qu'elle a envie de faire ça. Donc on arrive au dernier concept qu'on va appeler le chaos. Alors qu'est-ce que c'est le chaos pour moi? Bah, c'est un peu le bordel organisé, on va dire. C'est-à-dire c'est pas du chaos au sens que personne comprend ce qui se passe, mais c'est du chaos au sens que votre adversaire perd son plan de jeu un peu et se retrouve dans des situations qu'il a jamais vues avant, à cause de ce que vous faites vous à la table. C'est-à-dire que, comme on disait avant, plus vous allez lui proposer de choix, moins il va pouvoir suivre son plan de jeu, et plus il s'écarte de son plan de jeu, forcément, plus il arrive à des situations qu'il n'a pas l'habitude, qu'il a peut-être jamais vues, qu'il a moins d'automatisme pour les résoudre. Et du coup, ça c'est forcément bien pour vous. Alors, évidemment, le chaos, ça s'applique aussi à vous, c'est-à-dire que vous, vu que vous passez votre partie à vous adapter un peu à ce que va faire l'adversaire à chaque choix, selon ce qu'il fait, vous allez devoir revoir votre stratégie selon est-ce qu'il part sur de l'attrition, est-ce qu'il part sur du scénario, donc c'est forcément compliqué pour vous aussi, il faut vous adapter à tous les tours et à chaque activation même. Mais la différence entre lui et vous, c'est que vous avez une liste qui est adaptée à ça, alors que lui moins. Et vous avez l'habitude de ces situations, vu que c'est comme ça que vous jouez, alors que lui, il a plus l'habitude des situations qu'on décrivait au début, avec des gens qui se planquent derrière des trucs, genre des U-Backs qui vont juste sortir, tirer et revenir là, des unités qui se planquent, qui jouent un peu le scénario, on sort au tour 5 ou 6, on joue le scénario vers la fin, et sinon on joue l'attrition. Et vu que lui, il a plus l'habitude de jouer contre des choses comme ça, il va être moins habitué à votre style de jeu normalement. Et c'est là que c'est bien de créer du chaos pour que lui perde son plan de jeu, perde ses habitudes, et qu'il fasse des erreurs forcément, parce que quand on n'a plus de plan de jeu, qu'on n'est pas trop habitué à jouer comme ça, on va faire plus d'erreurs que quand on déroule un plan de jeu à base de je me planque, je tire, je fais les objets à la fin et tout. L'avantage du chaos aussi, c'est que votre adversaire, ça c'est un truc qu'on me dit souvent à la fin de la partie, c'est genre j'ai mal joué. Enfin j'ai mal joué ou j'ai fait des mauvais choix. Mais le principe du truc qu'on a vu au point 1 et 2, c'est que c'est de proposer à votre adversaire plein de choix qui sont pas forcément mauvais, mais qui sont pas forcément bons non plus. Et du coup, il a un peu cette impression de faire des mauvais choix. Genre par exemple, si vous sortez ça ou ça, là votre adversaire il va avoir le choix entre tirer ça ou tirer ça, mais genre s'il tire sur ça mais qu'il tue pas, il va se dire ah merde, j'aurais dû tirer sur le dewback qui m'a défoncé mon unité. S'il tire sur le dewback et que lui il fait des trucs bien après, il va se dire ah merde, j'aurais dû tirer sur Dean. Et du coup, ça laisse cette impression de je fais les mauvais choix. Parce que, vu que vous lui proposez plein de choix dans la partie, il se retrouve à en faire beaucoup plus que dans ses parties d'habitude, et du coup il a l'impression d'en faire des mauvais. Alors qu'en vrai, c'est pas forcément des mauvais, c'est juste des choix, parce que là par exemple, entre tirer sur ça ou sur ça, il n'y a probablement pas de bon choix ni de mauvais, c'est juste un choix entre est-ce que je préfère essayer de tuer ça, essayer de tuer ça, j'ai plus de chances de tuer ça, mais ça c'est plus dangereux. Et du coup, c'est vraiment un choix, mais selon le résultat du choix. Genre, s'il tire là-dessus et qu'il fait rien, il va se dire ah merde, j'aurais vraiment dû tirer là-dessus, ça aurait été plus simple. Et du coup, il va avoir l'impression de faire des mauvais choix et ça va forcément l'affecter un peu. Se dire, j'ai mal joué. Alors qu'en vrai, c'est pas vraiment qu'il a mal joué, c'est juste que vous l'avez forcé à faire énormément de choix et que forcément dans ces choix, il y en a des mieux que d'autres. Et que selon les résultats des choix, qui sont pas forcément mauvais à la base, lui il va avoir l'impression que c'était un mauvais choix, mais en vrai c'était pas vraiment un mauvais choix. Et ça c'est un truc qui est quand même important dans les jeux de FIG, c'est d'arriver à faire en sorte que votre adversaire il perde un peu pas le fil de la partie, mais qu'il se retrouve embarqué dans des trucs qu'il connaît pas,
dans des situations qu'il n'a pas l'habitude, et qui se disent un peu qu'est-ce qui se passe dans cette partie, je sais pas trop quoi faire, j'ai l'impression de mal jouer. Alors qu'en fait, c'est juste qu'il n'a pas trop l'habitude de jouer comme ça, alors que vous si, et du coup vous êtes plus performant sur ce genre de style de jeu. Il faut savoir aussi que toutes les listes forcément ne jouent pas aussi bien ce style de jeu. Par exemple là, les Gunline Clones comme ça, ouais, forcément c'est pas des trucs qui vont s'avancer au milieu de la pampa et pour dire à l'adversaire soit tu me tires sur mes clones de droite, soit tu me tires sur mes trucs de gauche. Ce genre de liste, c'est pas très très fort pour créer du chaos. Le seul truc qui est fort pour créer du chaos dans la liste, ça serait Obi-Wan, parce que Obi-Wan il peut aller se placer intelligemment, forcer des choix sur l'adversaire, faire des petites zones d'interdiction. Donc ça c'est une bonne figue pour créer du chaos par exemple. Alors que la liste ici avec les 3 Dewback, Vador et Din, c'est une bonne liste pour créer du chaos parce que les Dewback ils peuvent avancer très loin, Vador c'est un perso qui est très fort et qu'il faut gérer et qui a des très bonnes cartes de commandement. Il y a Din qui est très rapide et qui est pénible à gérer potentiellement. Et du coup ça fait plusieurs unités qui sont efficaces à créer des choix et donc à créer du chaos. Alors la difficulté dans tout ça, parce que c'est quand même difficile à faire, c'est déjà qu'il faut savoir bien estimer les priorités du point 1, c'est-à-dire que si vous vous lancez dans vos priorités et que vous estimez qu'un truc est moins important mais que en fait il l'était et que vous allez l'avancer et qu'il se fait défoncer et vous vous rendez compte après qu'il était important, c'est dommage pour vous parce que votre adversaire il va vous dire mais c'est con, pourquoi t'as exposé ça alors que moi j'avais déjà envie de le tuer. Il aura raison, mais du coup forcément c'est une conséquence de votre style de jeu, c'est que il faut être bon pour bien réussir à savoir qu'est-ce que vous pouvez exposer, qu'est-ce qui va amener votre adversaire à faire des choix en fait, parce que si vous vous placez mal en avançant et que l'adversaire il a pas de choix à faire, qu'il peut juste vous dézinguer une unité et puis après vous avancez l'autre, il vous dézingue l'autre, vous avancez la troisième, vous dézingue la troisième, voilà, il a pas fait de choix, il vous a juste cassé la gueule quoi. Donc forcément c'est un style de jeu qui demande un peu d'habitude et qui demande de bien comprendre les mécanismes de je m'expose pas, je fais attention à ce que je fais, à quel point je peux aller jouer les scénarios, et toutes ces questions-là. Donc forcément ça demande aussi de bien connaître les scénarios et comment ils marchent. Donc c'est plus technique à faire, et si vous plantez, vous allez très très vite le voir, quoi, parce que si vous exposez un truc que vous n'auriez pas dû exposer et que vous le perdez, la suite de la partie va être un peu compliquée potentiellement. Le chaos aussi, le problème c'est que forcément il faut être bon pour s'adapter, en tout cas pour bien réussir à savoir quand votre adversaire quand son adversaire avec son escouade là et qui commence à jouer très fort l'attrition, il faut que vous puissiez le reconnaître et que vu que lui il joue l'attrition, ça veut dire que vous pouvez plutôt jouer le scénario. Et il faut bien réussir à se placer du coup pour jouer le scénario, il faut pas se planter parce que du coup si vous vous plantez avec le mec il peut quand même jouer le scénario après, vous avez perdu l'avantage que vous auriez dû avoir. Donc c'est vraiment une adaptation un peu constante à ce qui se passe dans la partie, à chaque activation, c'est de dire ok de quoi j'ai besoin, est-ce que j'ai besoin de rééquilibrer les priorités entre mes trucs pour éviter qu'un truc se fasse défoncer, est-ce que j'ai besoin d'aller plutôt agresser quelque chose, jouer le scénario, essayer de repousser mon adversaire à un endroit, aller d'un certain côté de la table et tout. Et forcément tout ça, ça passe par de la construction de listes, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des listes qui permettent tout ce genre de trucs, alors qu'il y a des listes qui vont être beaucoup plus statiques et qui permettent pas de faire tous ces choix-là. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je joue quasiment jamais de gunline, c'est que les gunlines ça permet pas de forcer les choix sur l'adversaire, c'est-à-dire qu'en général les gunlines, le but c'est de minimiser les priorités de toutes les figues, donc de rester un peu loin, de tirer, d'essayer de jouer le scénario, mais sans trop non plus s'exposer.
Et du coup, c'est des trucs qui ne posent pas de problème à l'adversaire, mais ils posent des problèmes parce que vous essayez de lui casser la gueule, mais ils posent pas des problèmes en termes de gameplay. C'est-à-dire que c'est pas des trucs qui vont vous dire soit tu joues le scénario, soit tu joues l'attrition. C'est des trucs qui vont essayer juste de vous casser la gueule et de jouer le scénario ensuite un peu plus tard. Et du coup, pour moi, c'est des listes qui sont moins ouvertes et qui permettent moins de choses en partie que ce genre de truc là, par exemple, où mine de rien, vous avez vous avez 5 figurines qui sont assez pénibles pour l'adversaire, qu'il est obligé de gérer et que vous pouvez utiliser pour casser son plan de jeu. Plus des petits trucs à côté qui jouent le scénario, donc qui sont importants forcément. Mais forcément, ce genre de liste a beaucoup plus de capacité à créer du chaos que ce genre de liste. Alors c'est quoi la conclusion de tout ça? Et bien la conclusion c'est qu'il n'y a pas forcément de bonne façon de jouer. Genre je ne dis pas actuellement que la façon de jouer plus gunline c'est mauvais. C'est-à-dire que il y a 90% des gens je pense dans le jeu qui jouent plutôt de cette façon là. Et on voit que ça marche forcément très bien. Mais c'est juste que c'est plus classique. C'est-à-dire que vu que vous essayez pas de poser de problème à l'adversaire, que c'est plutôt un truc de je fais mon plan de jeu, tu fais ton plan de jeu, et on voit à la fin qui avait le meilleur plan de jeu ou qui a le mieux géré ses tirs. Donc forcément c'est un peu plus limité en options de jeu. Alors que des listes un peu plus comme ça, ça a plus d'options de jeu et du coup c'est moins bloqué dans certains match-ups. C'est-à-dire que même si le mec, je sais pas, en gunline contre gunline, si le mec en face il a une gunline qui tire 10 fois plus fort que la vôtre, bon en général c'est mal parti parce que votre gunline n'a pas 150 options de jeu. Alors que ce genre de liste, ça a beaucoup plus d'options de jeu. Et du coup vous avez moins ce côté à se dire c'est chiant, le mec il a une liste qui est forte contre la mienne et du coup je peux pas gagner. Parce que vu que vous avez plein d'options de jeu, même si la liste adverse elle est plus forte que la vôtre, genre au tir, au corps à corps ou je ne sais quoi, la vôtre elle va quand même peut-être être plus forte au scénario, ou être plus forte en mobilité ou ce genre de truc. Et du coup vous allez pouvoir adapter votre plan de jeu en conséquence. Mais c'est sûr que ça c'est pas forcément moins fort que ça. Par contre ça ouvre plus d'options. Cette liste là ouvre plus d'options de jeu que la liste la gunline en face. Donc c'est pour ça que moi globalement en tournoi j'aime beaucoup jouer ce genre de liste. Parce que ça a des options de jeu, parce qu'on peut faire des trucs, parce qu'on peut essayer de forcer les erreurs adverses, parce que c'est plus compliqué à gérer quand on le joue bien, parce que, bref, il y a beaucoup de raisons qui font que moi j'aime beaucoup ce genre de liste. Et je pense que ça serait bien pour le jeu s'il y a plus de gens jouer ce genre de truc et jouer moins de gunline un peu classique. Parce que mine de rien on apprend vachement plus le jeu je trouve en jouant ça. Parce qu'on est obligé de mieux gérer ses placements. Enfin non c'est pas vrai parce que forcément les gunline le placement est aussi très très important mais c'est pas le même genre de placement. C'est-à-dire que là ça va être du placement où il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on peut sortir, qu'est-ce qu'on peut exposer et tout. Alors que les gunlines ça va plus être du placement pour optimiser les tirs, optimiser les couverts et tout. Donc pour moi c'est plus intéressant de jouer ce genre de truc en tout cas que des gunlines.